C'est la centième. La centième de réussite enregistrée en public, comme vous l'avez entendu à la CCI de Troyes et de l'Aube, à l'espace Réglet. Deuxième partie de ce numéro spécial. Nous vous proposons ce soir de découvrir ou de redécouvrir les meilleurs moments de l'émission. Nous avons évoqué dans une première partie les hommes et les femmes invités de ce plateau. On va se pencher maintenant, Bruno, sur la vie d'entreprise. Et oui, Fabrice, car en 10 ans et 99 numéros derrière nous, nos caméras sont entrées dans plus de 300 entreprises auboises. L'occasion souvent de faire de très belles rencontres, de belles découvertes et de se rendre compte du dynamisme de l'économie auboise, avec notamment des sociétés qui innovent. Je vous propose de découvrir 3 d'entre elles en images. Ce ne sont pas forcément des entreprises high-tech, et pourtant elles savent ce que le mot innovation veut dire. Depuis 1992, Ariès conçoit et assemble des chaînes de suremballage. Distribuée sur les 5 continents, elle commercialise ses solutions sur mesure. Ariès emploie 120 salariés. 500 machines sont actuellement répandues dans une vingtaine de pays. Ariès se présente comme le leader de son secteur. On a une diversité au niveau de nos ressources humaines, au niveau de la création, qui nous permet de venir avec des solutions complètement nouvelles dans des secteurs où les solutions sont aujourd'hui assez traditionnelles et que les innovations qu'on peut apporter aident nos clients à avoir des machines plus ergonomiques, moins chères en termes de mise en œuvre et simplicité et flexibilité en termes d'utilisation. Où que vous fassiez vos courses dans le monde, sans le savoir, vous emporterez peut-être avec vous une réalisation auboise. Notre idée principale est arrivée, on s'est retrouvé avec notre système justement de production de charbon de bois. Et là, on a eu, lorsqu'on a voulu donc éliminer ces gaz qui étaient un vrai problème pour nous, on s'est aperçu qu'ils avaient une puissance énergétique assez importante. Et que cette puissance énergétique, nous on l'a récupérée à 80%, enfin plutôt à 10-20%, on l'a récupéré dans notre process, et que le reste était carrément perdu. Donc en discutant avec des spécialistes sur la partie bois, comment on pouvait récupérer ça, notamment avec le CIRAD, eux nous ont orientés en disant écoutez, vous pouvez éventuellement récupérer ces gaz et dans le cadre du Grenelle, fabriquer l'électricité et les vendre sur le marché. Donc c'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on a maîtrisé notre fabrication, notre concept, on a l'intention effectivement de vendre des unités de carbonisation avec des rendements importants, élevés, et à la clé la production d'électricité pour les futurs clients. Electrolux a développé le concept de machine barrière il y a une vingtaine d'années et on est bien loin ici de la machine à laver traditionnelle. Le concept de la machine barrière, c'est d'avoir une machine à laver qui s'installe dans un mur dit barrière, qui divise la blanchisserie en deux. Cette machine barrière est dotée de 2 portes, une porte pour charger le linge sale et un mur barrière et de l'autre côté de ce mur barrière, une porte pour décharger le linge propre. La machine barrière doit permettre aux professionnels de travailler en ayant la meilleure hygiène possible, de limiter par exemple les maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Electrolux a choisi le site Aubois pour être le spécialiste du système à barrière. La fabrication des machines barrières représente à peu près 50% de la charge de l'usine. Et nous sommes la seule usine au monde pour Electrolux à fabriquer ce type de machine. Michel Picot, je le rappelle, vous êtes journaliste à RMC et BFM Business et vous rencontrez tous les jours des dirigeants de PME dans toutes les régions. L'innovation, comme on a vu là, ces exemples, c'est le mot-clé pour se protéger de l'environnement économique? Incontestablement, la seule chose, c'est qu'il faut savoir ce qu'on met derrière le mot innovation. J'ai même eu un chef d'entreprise qui m'a posé la question, je veux bien innover, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors là, effectivement, on part de loin. Là, vous avez dans votre reportage beaucoup de services, de produits, des process. Mais innover, c'est peut-être aussi une forme d'organisation nouvelle au sein de l'entreprise, une forme de management nouveau. Il faut tout mettre à plat et voir ce qui marche pas. Et c'est déjà une preuve d'innovation. Et malheureusement, lorsqu'on parle d'innovation, on parle de produits techniques, technologiques, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, une TPE sur 2 en France n'a même pas de site internet vitrine. Alors s'il y a une innovation, elle pourrait peut-être déjà commencer par là, mais faisons très attention à ce qu'on dit dans le mot innovation, c'est changer, adapter le logiciel, si j'ose dire, au contexte actuel. Alors justement, dans chaque numéro de réussite, on a montré des entreprises avec des exemples d'innovation, Président Lemel. Est-ce que ça montre finalement que ça bouge encore et toujours dans l'Aube ?
Moi, je crois que monsieur vient d'en parler, effectivement. L'innovation, elle n'est pas la panacée des gens de l'industrie. Dans le commerce, on peut innover avec les systèmes de portail. Il y a des portails qui sont mutualisables. Par exemple, on fait des sessions au niveau de la chambre de commerce où on engage les gens à faire au moins un site vitrine, comme vous disiez. Pour les gens des services, c'est les mettre en réseau, parce que travailler seul, quand on est une entreprise de service, aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui vous passe une commande, il aime bien avoir plusieurs prestations. Donc effectivement, c'est innovant, parce qu'avant, on était dans une économie plus stricte, plus cadrée. Et à la date d'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus ouvertes. Il y a beaucoup plus d'échanges entre tout le monde. L'innovation, c'est peut-être déjà ça au départ. Puis après, effectivement, l'industrie, les dépôts de brevets, il y a beaucoup d'autres choses, effectivement. Un ancien invité de Réussite nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Michel Vignal. Vous êtes président de Distram, une PME basée au parc du Grand Troy et spécialisée dans la conception et la distribution d'appareils de mesure électronique. Vous avez créé votre entreprise à la fin des années 70. L'innovation, quelque part, a toujours fait partie de votre vie d'entrepreneur. C'était effectivement en 1979 et lorsque j'ai créé l'entreprise, j'ai déposé 3 brevets. Donc c'était déjà au départ... Immédiatement. En fait, j'ai déposé ces brevets, c'était quelque part pour me protéger, parce qu'en fait, j'avais des idées, comme on dit, pour développer des produits, et je ne souhaitais pas, comme on dit, qu'on puisse me copier rapidement. Et ça a toujours continué comme ça ? Je n'ai pas déposé de brevets depuis, mais ça m'a permis de lancer la société. Mais c'est vrai que l'innovation, comme il a été dit précédemment, on l'a dans tous les domaines, en fait. On l'a dans la partie technique, dans la partie commerciale, dans la partie gestion, dans la partie management de l'entreprise. Michel Vignal, vous avez, à l'heure où d'autres prennent leur retraite, on en avait déjà parlé anciennement, et vous continuez d'entreprendre et d'innover. Il n'y a pas d'âge pour innover ? Non, je crois que c'est un état d'esprit, en fait. Je crois que peu de gens en France ont malheureusement un état d'esprit lié à l'innovation. C'est difficile dans une entreprise de trouver des personnes innovantes, et c'est vrai que c'est la vraie difficulté. Je pense qu'on est comme ça ou on ne l'est pas, en fait. C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on ne forme pas les gens à l'innovation. Merci Michel. Fabrice, dans l'Aube, on est fiers d'innover, certes, mais on est également fiers de faire du Made in France. Et oui, Réussite n'a pas attendu que le Made in France revienne à la mode, quelque part, pour en parler. C'est une des tendances fortes que l'on retrouve constamment dans l'émission, en disant la volonté des chefs d'entreprise au bois de fabriquer leurs produits dans l'Aube et donc dans l'Hexagone. Le Made in France n'est pas pour faire joli, cela a aussi bien des avantages, la preuve en images. Dans cet atelier basé à Saint-Ponge, les employés de Chantecler réalisent des pièces textiles de A à Z. Les coutures, les vignettes, le colletage, le rabat, enfin la confection entière. Ce qu'on recherche, c'est refaire tout ici et puis avoir vraiment du Made in France à 100%. C'est d'ailleurs grâce au Made in France que les produits Chantecler ont trouvé leur place à l'international. Cette modéliste travaille sur la collection Printemps 2014 destinée à des magasins japonais. La société a commencé à exporter au Japon dans les années 2000. Aujourd'hui, elle a une trentaine de clients là-bas. La fabrication française est son atout majeur sur ce marché. Il est clair que ce qu'on vend aux Japonais, c'est du fabriqué en France. Ça, ils ont toujours été très friands du produit en France. Ils nous font mettre des cocardes bleu, blanc, rouge sur les produits. Donc là, c'est effectivement ce qui plaît aux consommateurs japonais, c'est le Made in France. Une grande partie de mes couteaux sont réalisés entièrement à tiers parce que Neptunia souhaite, et c'est un axe choisi, c'est de présenter un savoir-faire de coutellerie française. Donc Neptunia a des couteaux qui sont labellisés Esprit de Tiers, qui est un nouveau label de qualité et de terroir en coutellerie. Et ça, c'est une reconnaissance pour la marque. Et là, le côté label français, c'est important ? C'est très important. C'est très important. Je participe maintenant depuis 2 ans à des salons internationaux à l'étranger, notamment en Allemagne, parce qu'on y trouve là les plus gros salons européens, que ce soit dans le domaine des arts de la table, mais aussi de l'armement ou des coutelleries. Et j'ai pu mesurer à quel point la création et l'innovation, le côté français du design, etc., plaît à l'être. C'est un argument commercial. L'entreprise DES a pris conscience de l'importance du marché asiatique dans les années 90. Le concurrent aux allures de géant a profité de la suppression des quotas d'importation pour inonder les marchés. L'entreprise DES produit aujourd'hui 15 000 pièces par an. Le chiffre d'affaires est en augmentation en mettant en avant son savoir-faire mais aussi l'étiquette Made in France. De nouvelles parts de marché peuvent être gagnées malgré des prix pour les clients plus élevés.
Bien sûr que ça lui coûtera forcément moins cher d'acheter en Asie, mais bon, il n'aura pas un produit forcément de bonne qualité. Il ne va pas s'y retrouver non plus avec les délais de livraison. Il ne va pas pouvoir communiquer sur le fait qu'il offre des parapluies ou des parasols fabriqués en France. Michel Picot, le Made in France, on en parle, on en reparle beaucoup. C'est une notion à la mode ou c'est une vraie réalité? C'est une réalité aujourd'hui incontestablement. Elle existait déjà sur le marché international. Les produits Made in France bénéficient toujours d'une excellente réputation un peu partout dans le monde. Ce qui est intéressant à observer aujourd'hui, c'est que sur le marché national, les consommateurs commencent à acheter aussi des produits Made in France. Ça, c'est assez nouveau. Il faut juste faire attention à une chose, c'est de ne pas tromper, je dirais, nos consommateurs. Et le label Origine France Garantie est déjà une très très bonne chose. Ensuite, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les consommateurs français sont prêts à payer un tout petit peu plus cher pour payer notre protection sociale? Parce que finalement, pourquoi le coût de la main-d'œuvre en France est plus cher? C'est parce qu'on paye beaucoup de charges. Peut-être que si on réduisait les charges, on pourrait baisser les prix et maintenir des emplois. C'est une idée, je lance comme ça. Dominique Lemel, le Made in France, ce n'est pas toujours mission impossible. Non, je pense que c'est pas mission impossible. Encore une fois, quand les choses sont bien réservées, bien reconnaissables, qu'il y a une vraie lisibilité, je pense que c'est possible. Après, il ne faut pas tromper. Et c'est vrai que dans les périodes un peu compliquées, on peut se laisser aller à certains excès. Il ne faut pas le faire. Je crois que si on veut vendre une vraie image, il faut savoir s'engager jusqu'au bout et tenir le coup jusqu'au bout. Après, économiquement, il y a des modèles qui passent et qui ne passent pas, mais il ne nous appartient pas de résoudre tous les problèmes du pays ce soir. Et Bruno, on peut faire du Made in Aube qui peut s'exporter partout dans le monde. Ça existe. En effet, Fabrice, nous avons souvent présenté dans Réussite des entreprises auboises parties à la conquête du vaste monde, que ce soit dans l'alimentaire, mais aussi l'industrie ou la santé. Les exemples sont légion. Les aubois qui savent exporter, c'est le thème de cette nouvelle séquence best-of. Interview télé, autographe au Japon, Pascal Café est une véritable star. Un succès que le chocolatier champion du monde doit à la qualité et à l'authenticité de ses produits. Ainsi, les chocolats sont fabriqués à Troyes et les références françaises ne s'arrêtent pas là. En fait, les boutiques sont identiques à celles de France, c'est-à-dire que l'enseigne Meilleur Wheat France, champion du monde, c'est écrit effectivement en français. Le chocolat produit de luxe au pays du soleil levant. En effet, si en France, 1 kilo coûte 70 €, au Japon, il coûte 250 €. Chocolat, c'est un bijou. Ce n'est plus gâteau. Au niveau de présentation, visuel, le goût est culturel comme vin. C'est-à-dire que ce n'est pas pour bouffer. C'est quelque chose d'artisanal et très très artistique. Le but de rentrer sur le marché américain, qui est un marché qui représente 70% en valeur du marché mondial, donc c'est un marché énorme pour nous, c'est un marché qui nécessite d'avoir une structure sur place. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé LDR Spine USA, qui est basé à Austin, Texas, donc au sud des États-Unis, dont la vocation est d'une part d'assurer la distribution de nos produits sur le marché américain, mais aussi d'obtenir les homologations nécessaires, notamment sur des nouvelles techniques de non-fusion, pour redonner de la mobilité à la colonne vertébrale. On est une des rares sociétés privées indépendantes sur le marché. Essentiellement, ce sont des multinationales. Il y en a de l'ordre de 5 à 10 qui sont toutes américaines, mais qui sont toutes d'un niveau de l'ordre de 10 000 employés, de 2 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est David contre Goliath. Oui, enfin je ne l'aurais pas dit comme ça, mais non, je pense on peut amener notre pierre à l'édifice. Il faut bien comprendre qu'une grosse structure ne peut pas être aussi proche de ses clients que nous on l'est. Et notre force, c'est de pouvoir développer des produits qu'eux ne pourraient pas faire. États-Unis, Canada, Moyen-Orient, Europe, POC, la société de Bruno Grandpierre, spécialisée dans le matériel de lutte contre l'incendie, sait s'exporter. Ainsi, sur 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 45% provient des exportations. Ses principaux clients, l'Allemagne et les États-Unis, deux pays où, malgré une très forte concurrence, POC a su s'imposer et équiper des structures telles que l'US Navy. On ne peut pas travailler avec des étrangers si on ne parle pas une langue connue. Je regrette de ne pas parler russe. Я не говорю по-русски. Désolé,
ça m'aurait bien aidé pour le marché russe. Mais si POC n'a pas encore conquis le marché russe, Bruno Grandpierre est en passe de le faire avec le marché chinois, un marché qu'il a étudié et apprivoisé. En Chine, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus sophistiqué, de plus élaboré, des choses qu'ils ne savent pas faire. Alors, on est présent en Europe, l'ensemble de l'Europe, Maghreb également, et puis l'Asie aujourd'hui avec la Chine, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie. Nous avons des premiers contacts sur l'Inde. Dans 15 jours, nous sommes sur un salon à Abu Dhabi pour le Moyen-Orient. Vous avez l'Asie, vous avez des classes moyennes qui s'enrichissent et qui se développent, vous avez de la construction, et puis vous avez des marchés de conquête comme le Brésil, comme le Moyen-Orient qu'on vient de citer. Dominique Lemel, 100e aujourd'hui, 10 ans, revenons 10 ans en arrière. Est-ce que c'était plus facile il y a 10 ans d'exporter qu'aujourd'hui ou c'est le contraire ? Je pense qu'il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué puisque l'Europe n'avait pas encore fait tomber toutes les barrières, notamment en termes administratifs, fiscaux ou même techniques. D'aujourd'hui, je pense que sur le marché européen, c'est plus facile. En termes mondial, c'est certainement plus facile. Bon, après, ça devient plus complexe avec l'histoire des réseaux. C'est vrai qu'on peut communiquer avec quelqu'un de façon très rapide. Depuis 4-5 ans, l'effet Internet est là. Et il y a aussi plus d'accompagnement de tous les partenaires qui n'étaient pas peut-être il y a 10 ans. Je crois que l'accompagnement, il se fait de façon physique comme ça se fait avant. On partait à plusieurs quand on était sur un salon à l'étranger. Mais aujourd'hui, l'accompagnement, il peut se faire aussi à distance avec justement les systèmes de réseau. Et il est plus facile d'échanger de la communication, de l'information. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Chambre, on essaye d'imaginer un certain nombre de choses. Mais encore une fois, l'écoute des gens qui exportent et de créer des groupes qui soient homogènes et qui ont envie de partir à l'aventure ensemble. Michel Picot, vous avez quelques beaux exemples de PME françaises qui savent exporter ? Je vais vous donner un exemple d'une PME qui exporte beaucoup, 80% de son chiffre d'affaires, un peu plus d'ailleurs. Et curieusement, on ne la connaissait pas en France. Et très souvent, les entreprises qui exportent énormément sont très peu connues. Vous me direz, nul n'est prophète en son pays, mais tout de même, ça sera intéressant. Eh bien, cette PME qui est à Paris, qui s'appelle Osmose, fabrique, si vous voulez, des petites cordes avec des petits capteurs que vous mettez dans des bâtiments, dans des lieux stratégiques. Et ces petits capteurs voient si le bâtiment bouge ou s'il présente un danger particulier. Alors, effectivement, ils ont un client à Paris, c'est la Tour Eiffel, mais c'est tout. Et le reste, ils le faisaient à l'étranger. Et j'ai eu la chance de les rencontrer, on en a parlé et on les a présentés sur RMC où je travaille. Et bien cette entreprise, les choses ont changé. Les collectivités locales sont venues la voir tout de suite. Elle a décidé d'ouvrir cette fois-ci son marché national. Elle a embauché 80 personnes. Il faut dire qu'avant on ne la connaissait pas. Voilà. Bel exemple. Michel Picot, vous avez découvert durant ces deux premières parties l'économie auboise et vous allez repartir ce soir comme une sorte d'ambassadeur de l'économie auboise, forcément. Alors pour que vous soyez totalement au point, on vous a proposé un petit quiz sur l'économie auboise. C'est du vrai ou faux? Vous êtes prêts? Ça sera plus simple. Alors, l'Aube représente le quart de la Champagne viticole. Vrai ou faux? Allez, je vais vous dire vrai. Eh oui, c'est vrai. En effet, c'est une des fiertés de ce département. Deuxième question, Michel. L'Aube est le berceau de la marque Lacoste. J'ai un doute terrible parce que je crois que c'est Petit Bateau qui était ici, mais pas Lacoste aussi. C'est ça. La réponse. Ah ben non, alors faux. Ben non, c'est vrai. La marque Lacoste a été créée ici à Troyes en 1933, à la fois par André Gillier qui a été l'inventeur du polo, qui a fait la renommée de la griffe, et par René Lacoste, un des 4 mousquetaires, joueur de tennis. Il faut que je me rattrape alors. Selon l'expansion, Troyes se classe dans le top 5 des villes françaises où il fait bon créer son entreprise. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien, c'est faux. En fait, Troyes se classe dans le top 10. Troyes se classe dans le top 10, ce qui n'est déjà pas si mal. Troyes est en fait classé 7e au classement des villes de 100 000 à 200 000 habitants où il fait bon créer son entreprise. Quatrième question. Troyes est à 1h25 de Paris par le train. En ce moment oui, je crois, mais... Alors, moi, j'ai 2 réponses. En fait, c'est vrai ou c'est faux. En fait, ça dépend beaucoup de la SNCF. C'est ce que j'allais dire. Donc, en ce moment, c'est peut-être pas trop le cas. Dernière question. L'Aube possède un parc d'attractions qui fait plus d'entrées que Vulcania ou la mer de Sable. Vrai ou faux? Vrai. Je crois qu'on vous a soufflé la réponse. Merci beaucoup. Il s'agit en effet de Nigloland, dont la fréquentation dépasse les 500 000 visiteurs par an. Vous voyez, ça c'est encore très peu connu encore au niveau national. Voilà. Je vous invite à le faire. Vous pouvez d'ailleurs les inviter, comme d'autres entreprises auboises. On vous filera quelques cartes à la fin de l'émission. Merci Michel pour la participation à ce quiz. Vous êtes officiellement nommé ambassadeur économique de l'Aube. Évidemment, il faudra en parler dans vos prochaines émissions nationales. On vous a amené exprès pour ça. Vous restez avec nous ainsi que Dominique pour une troisième partie beaucoup plus courte, mais très ludique, vous allez le voir.